Allô Valérie, Allô? tu es au Canada, Oui, tu es près du lac Saint-Jean, effectivement. tu es Valérie Galland, tu es la directrice générale de l'Association québécoise des vapoteries. Effectivement. Et tu dois avoir beaucoup de boulot en ce moment. Particulièrement, oui, depuis quelques jours, en effet. On va en parler. Alors, on va mettre un petit peu en place la vape au Canada. Canada, vous êtes combien d'habitants? On est autour de 35 millions, 37 millions d'habitants. D'accord. Pour combien de fumeurs? Il doit y avoir autour de 10-12 millions de fumeurs. D'accord. Et on va trouver combien de vapoteurs par rapport à ce nombre de fumeurs? On calcule environ 30% là, de fumeurs qui sont des vapoteurs. 30% de fumeurs qui sont des vapoteurs. C'est une bonne... Parce qu'il faut comprendre qu'ici au Canada, nous sommes considérés comme des fumeurs, puisque les produits du vapotage sont Oui. compris dans les produits du tabac. Là. Donc, ça Ah. biaise un petit peu les statistiques. Bon, bah ça, c'est ça, que le vapotage soit dans le même panier que les produits du tabac, j'ai l'impression que c'est un lieu commun au monde entier. Sauf quelques pays comme l'Angleterre ou la Nouvelle-Zélande, mais sinon le reste du monde, malheureusement, le vapotage, c'est du tabac. Alors, vous êtes un État fédéral. Oui, Alors, chaque région détermine un petit peu sa loi par rapport aux lois qui sont données au gouvernement central, par le gouvernement central. oui, effectivement. Il y a une loi fédérale. La loi fédérale touche plus les enjeux de production, de fabrication, etc. Et chaque province, ensuite de ça, a émis sa propre loi et ses propres règlements. D'accord. Le gouvernement fédéral est plutôt contre la vape, plutôt pour la vape ou n'a pas un avis tranché? Ils n'ont pas vraiment d'avis tranché pour l'instant. À la base, c'est un peu paradoxal parce que ils veulent réglementer plus sévèrement. Dernièrement, on a eu, oui, dire qu'il y avait des choses qui s'en venaient. D'un autre côté, si on va sur le site Internet de Santé Canada, ben, ils précisent que c'est effectivement moins dommageable que la cigarette traditionnelle. Donc, c'est un peu paradoxal. Est-ce que c'est pour ça que j'ai pris note, Madame Crosthwaite, l'ancienne ministre de la Santé, a rejoint Juul, la fameuse marque américaine? C'est une nouvelle incroyable, ça. Ça a créé un mini scandale au Canada. C'est étonnant parce que je me souviens, elle a quasiment combattu la vape. Ah, effectivement, c'est un peu pour ça que je dis ça a comme fait un mini scandale. Ça a un peu surpris les gens qu'une femme qui était officiellement contre le vapotage ait travaillé pour Juul. Ça a fait toute une histoire. Du coup, au niveau fédéral, tu m'as expliqué que les lois concernaient surtout la production, la fabrication des produits. Est-ce que ces lois sont dures ou c'est compliqué de fabriquer? Ben, c'est pas tant la fabrication en soi, plus que tout ce qui vient autour, comme l'emballage, c'est l'étiquetage. Ce qui est plus dur dans les lois fédérales, c'est la propension qu'ils ont à la changer aux 6 mois. Ah oui, donc, on doit toujours se réadapter à un nouveau règlement, faire des changements, revoir tout l'étiquetage. Comme là, il y a un nouveau règlement sur l'étiquetage qui était en vigueur depuis quelques mois. Ça l'a obligé tout le monde à retourner les produits, faire réétiqueter tous les produits. Donc, c'est plus des petites choses qui sont un peu tannantes. Mais sinon, je dirais que le fédéral est beaucoup plus mou, si je peux le dire comme ça, là, que les provinces. Et est-ce que sur ce sujet de la production des produits, est-ce que les provinces ont le droit d'aller encore rajouter des règles par-dessus les règles fédérales? En 2014, quand j'ai commencé à militer, j'avais eu une rencontre avec la ministre de la Santé au Québec. Son attaché de presse m'avait expliqué qu'une province se garde toujours le droit d'être plus précautionneux dans ses règlements que le fédéral l'est.
Donc, en général, la plupart des provinces vont être plus sévères dans leur réglementation que le fédéral. On trouve dans le monde beaucoup de pays, beaucoup d'États, de gouvernements qui ont des intérêts dans le tabac. Est-ce que c'est le cas au Canada? Pour ce qui est du Canada, je pourrais pas dire, mais au niveau du Québec, nous savons que la Caisse de dépôt-placement du Québec détient des actions, a des placements là, dans les compagnies de tabac, oui. D'accord. Plusieurs millions. Est-ce que tu penses que ça peut être une raison de taper comme ça sur le vapotage au Canada? Ben, cette semaine, j'ai fait une vidéo justement pour parler du nouveau projet de règlement qui vient. Et c'est un peu ce que je dis à mon avis, puis ça reste mon avis. Là, j'ai eu aucune confirmation à cet effet, mais le fait que par défaut, les revenus des compagnies de tabac diminuent à cause des gens qui font la transition vers le vapotage. Donc, c'est des revenus de moins, effectivement, pour les gouvernements. Si on ajoute à ça la surtaxe qui existe sur les produits du tabac, ben, c'est beaucoup d'argent là, qui quitte les coffres du gouvernement. Et donc, il faut refinancer les pertes? Ben, c'est un peu ce que je disais. Là. Présentement, on parle dans la nouvelle réglementation probable à venir d'une imposition d'une surtaxe sur les produits du vapotage, ainsi que l'émission d'un permis de vente. Donc, pour moi, c'est un peu une façon de refinancer les pertes qui sont engendrées par la transition vers le vapotage. Alors, dans la littérature, je crois comprendre que le premier argument donné et par l'État fédéral et par les provinces, c'est l'argument fallacieux de l'effet passerelle des jeunes vers le tabac. Effectivement, toute cette surréglementation-là dont nous sommes victimes est faite pour protéger les jeunes des effets nocifs de la nicotine et de la dépendance et de l'effet passerelle. Donc, comme dans tous les pays du monde, les énarques canadiens ne lisent pas les études qui contredisent totalement cet effet passerelle. Ce serait bien que nos gouvernements s'informent parce qu'effectivement, il semblerait qu'ils se basent, selon eux, puis j'en doute aucunement, là, sur certaines études, mais je crois qu'ils n'ont pas pris l'ensemble de la documentation et de la littérature qui a été écrite sur le sujet. Alors, comme je disais dans un précédent interview, je suis quasi certain que l'administration, les administrations sont tout à fait au courant des études positives, et il y en a énormément, bien plus que d'études négatives. D'ailleurs, on s'aperçoit que quand il y a une étude négative, eh ben, c'est qu'elle a été mal faite, en règle générale, et qu'ils prennent justement l'étude négative comme exemple parmi... Comme disait Claude Bamberger, le président de l'EDUS, ici l'association française, ils n'utilisent maintenant que des éléments de langage et ils assènent des mensonges à longueur de journée. Et sachant qu'un mensonge dans les médias dit à longueur de journée devient presque une vérité. Ils s'attendent à ça et ils ont presque gagné puisqu'on s'aperçoit que le grand public pense que vapoter c'est aussi dangereux, voire plus dangereux que de fumer du tabac. Voilà où on en est. Ah, effectivement, on l'entend beaucoup. Moi, je le vois au niveau de mon commerce, les nouveaux vapoteurs qui viennent en boutique me demandent, mais est-ce que c'est vrai que c'est plus nocif? Est-ce que c'est vrai que ça peut être plus dangereux? On a entendu que, puis ils disent que le gouvernement fait encore... comme on dit ici, ils surfent encore sur la nouvelle de l'an dernier des liquides américains. Ah oui. Donc, la fameuse crise des maladies pulmonaires graves. Et pourtant, on sait que ça a été prouvé là, que c'était des liquides qui avaient été modifiés, puis etc. Mais ça, c'est jamais comme été publicisé. On s'est dépêché de dire « mon Dieu », mais on n'a jamais dit « ah, mais nous avons trouvé la source ». Est-ce que, Valérie, la crise sanitaire a beaucoup impacté la filière de la vape au Canada? Est-ce que les magasins ont été obligés de fermer? Vous avez eu 1, 2 confinements? Comment ça s'est passé? En mars,
on est obligé de fermer parce ici au Québec, nous ne sommes pas, parce que je dis vraiment ici au Québec, puisqu'en Ontario, eux, et ont continué d'opérer, donc ça a été vraiment très différent d'une province à l'autre. Mais nous, ici au Québec, de mars à mai, on a été obligé de fermer nos entreprises parce que nous ne sommes pas considérés comme un service essentiel. Par contre, la SAQ, la Société des alcools du Québec, et la SQDC, la Société du cannabis du Québec, eux, étaient considérés comme des services essentiels et ont continué d'opérer durant le grand confinement. C'est-à-dire qu'on pouvait aller acheter du cannabis, oui, mais pas de la vape. Effectivement. Et bien sûr, on pouvait sans aucun problème acheter du tabac. Effectivement. Et puis, ça a été le seul grand confinement. Par contre, j'ai pris ce matin aux nouvelles là, que demain, en principe, ils vont annoncer un reconfinement et une refermeture des commerces. Donc, techniquement, à partir de mercredi, nous sommes lundi aujourd'hui, là, à partir de mercredi, nous devrions être obligés de refermer nos commerces jusqu'à la mi-janvier. Et quelles ont été les conséquences du premier confinement? Est-ce que des boutiques ne se sont pas relevées, ont fermé définitivement? Ça a été vraiment difficile. La plupart des boutiques ont réussi à survivre à ça puisque le gouvernement fédéral avait instauré un système de prêts financiers pour les entreprises et il n'y avait pas de catégorie. Donc, tout entrepreneur pouvait faire la demande de ce prêt-là, qui était d'une hauteur de 40 000 $. Donc, nous avons tous eu droit à ce prêt-là. C'est un endettement de plus, mais au moins, ça nous a permis de pouvoir reprendre les affaires. Et la façon dont ça fonctionne, c'est que si sur le 40 000 $, s'il y a 30 000 $ qui est remboursé avant décembre 2022, il laisse aux entrepreneurs un 10 000 $ pour compenser pour les pertes financières. D'accord. Donc, là, j'ai hâte de voir avec le prochain confinement là, qui s'en vient pour les fêtes, comment ça va se passer. Mais ça risque pas d'être plus facile. Puis, à mon avis, ça va être la même chose qu'au printemps. Nous allons fermer et la Société du cannabis et la Société des alcools vont être considérées encore comme un service essentiel. Bon. Combien il y a à peu près de boutiques spécialisées dans la vape au Canada? Moi, j'ai les chiffres exacts là, pour le Québec, c'est 485 points de vente. Si on calcule qu'au Canada, il y a 10 provinces, 2 territoires, on parle de 4-5 000 boutiques probablement là, à la grandeur du Canada. Là. D'accord, et c'est un marché qui est croissant? Il y a de plus en plus d'ouverture de boutiques ou au contraire? Je dirais que c'est un marché qui est en dents de scie. À chaque mauvaise étude ou chaque mauvaise nouvelle qui paraît, il y a une baisse. Et puis là, quand il y a une accalmie, puis que les gens n'en entendent moins parler, là, on voit une recrudescence à ce moment-là. Donc, c'est vraiment un marché qui est en dents de scie depuis 2014. Là. Il y a des pays, par exemple, comme la Belgique, ils n'ont pas le droit d'essayer les produits. C'est le cas ou pas au Canada? On a le droit de vapoter, on a le droit d'essayer du matériel? Au Canada, dans certaines provinces, oui. Parce que comme on disait au début, chaque province a réglementé à sa façon. Par exemple, ici au Québec, on n'a pas le droit. Moi, en 2015, j'ai déposé en Cour supérieure du Québec un recours pour invalider justement certains points de la loi du tabac, dont celui-là. C'est une cause que nous avons remportée en mai 2019, mais le gouvernement a porté la décision en appel. Donc, c'est toujours la loi qui s'applique puisque nous sommes présentement dans la procédure d'appel. Donc, aucun essai de produits en boutique, pas le droit de vapoter en boutique. Les produits doivent être... On ne peut pas voir les produits de l'extérieur des commerces. Tout doit être givré ou si les fenêtres et les vues vers l'extérieur ne sont pas givrées, il faut à l'intérieur cacher les produits. Donc, il y a plein de réglementations comme ça. Là. Presque comme un sex shop. C'est incroyable. Ah, ben à la limite, des fois, je me dis que les sex shops, c'est tellement moins pire. Et donc, vous n'avez pas le droit de faire de la publicité au sein même du magasin? Je ne sais pas, une PLV, par exemple, avec la marque, les produits on pourrait,
si on inscrit sur un tableau blanc mesurant un nombre X de centimètres par un nombre X de centimètres écrit en lettres noires sur fond blanc, on peut mettre certaines informations, mais ça ne doit pas être des témoignages, ça ne doit pas être rien qui met en valeur le vapotage, ça ne doit être que de l'information. C'est incroyable parce que c'est à l'intérieur même du magasin. À l'extérieur, je comprendrais, mais à l'intérieur, les gens viennent parce qu'ils savent ce que c'est ou ils ont envie de savoir. Donc, et non seulement ça, mais l'accès à nos commerces est interdit aux moins de 18 ans. Donc, les gens qui entrent en boutique spécialisée sont des adultes consentants qui effectivement savent ce qu'ils font là. C'est incroyable. Est-ce qu'il y a des régions qui sont plus libertaires que d'autres, enfin des provinces qui sont plus libres que d'autres, ou réciproquement des provinces qui sont beaucoup plus dures que d'autres? Certaines provinces commencent à regarder pour mettre une réglementation. Donc, ces provinces-là se basent sur la réglementation des lois fédérales. Donc, ils ont un petit peu plus de latitude. C'est-à-dire qu'eux peuvent faire une forme de promotion, là, parce que c'est pas encore aussi sévère. Par contre, si on regarde des provinces comme la Nouvelle-Écosse, où eux, l'interdiction des saveurs est déjà tombée, la limitation des taux de nicotine, etc. Donc, en Nouvelle-Écosse, depuis quelques mois, c'est sans saveur. D'accord. Vous avez beaucoup d'associations de défense des utilisateurs au Canada. Chaque province a son association? Je dirais qu'il y a deux associations qui sont pan-canadiennes, la Canadian Vaping Association et Vita arrive, qui, eux, sont un peu partout. Au niveau des provinces, que je sache, nous sommes la seule association provinciale là, ici au Québec qui avons décidé de prendre notre destin en main. C'est compliqué d'avoir une association nationale? Non, ça se passe bien pour ce qui est des associations en tant que telles. On est un peu ignoré par les gouvernements, donc c'est... Est-ce qu'il y a une fédération pour les professionnels? Non, je travaille sur... c'est quelque chose que je tente de faire là, depuis quelques mois, mais non, il n'y a pas rien, il n'y a pas de mouvement organisé. Ça, c'est peut-être une partie du problème ici au Canada, c'est que les propriétaires d'entreprises hésitent à s'affilier à qui que ce soit. Chacun fait sa petite affaire, chacun de son côté. Donc, il y a un manque Il y a un manque de cohésion et donc du coup aussi un manque de moyens. La fédération sert à fédérer aussi des moyens qui sont mis en œuvre pour attaquer si besoin. Et attaquer, ça coûte cher, comme tu le sais. Une fédération, ça regroupe des professionnels, donc des gens qui ont leur métier en péril éventuellement. C'est étonnant qu'ils n'aient pas réussi à se fédérer pour mettre une seule voix de leur côté. Comme tu dis, il y a beaucoup le problème financier parce qu'effectivement, ça engendre un coût et c'est très difficile d'aller chercher les propriétaires et de les faire adhérer à un mouvement quelconque parce que financièrement, c'est difficile. Moi, j'ai vu au sein de l'AQV depuis la fondation de l'AQV en 2015. C'est quoi l'AQV? C'est l'Association québécoise des vapoteries. On fonctionne sous l'acronyme AQV. J'ai vu une grande partie des membres fermer boutique, là, puis avoir tout perdu dans l'aventure. Même moi, personnellement, j'ai plus le même commerce que j'avais lors de la fondation en 2015. Celui-là a été fermé, il y a eu une faillite, et puis je suis revenue après dans l'industrie. Là. D'accord. Bon, ça devient compliqué. D'autant plus que tu m'as dit au début de l'interview qu'il y avait deux nouvelles mesures qui allaient être prises à l'encontre de la vape. En fait, la semaine dernière, le 9 décembre, il y a eu un communiqué de presse qui a été émis là, par le ministre de la Santé au Québec pour dire qu'il allait mieux encadrer les produits du vapotage. Et que les 2 points, en fait, il base sa décision sur 7 recommandations. Ce qui est étonnant, je me permets de te couper, tu dis il veut mieux encadrer, alors que tu m'as dit que c'était déjà quand même beaucoup encadré.
Ben, c'est ça, là, c'est la première chose que je dis dans la vidéo que j'ai fait cette semaine. On parle de mieux encadrer un produit qui est déjà encadré et non pas par une, mais par deux lois, une au provincial et une au fédéral. Donc, on parle d'un produit qui est déjà surréglementé, mais là, on parle de mieux l'encadrer. Ils ont pris des recommandations d'un comité de santé publique, un comité biaisé, on le sait tous, puisque c'est un comité qui a été monté par la santé publique avec des recommandations déjà émises en disant, ben voici ce à quoi on s'attend, et puis ben, ces experts-là se sont prononcés sur ça. Il y a plein de points dans la nouvelle réglementation probable, parce que présentement, on est toujours dans les spéculations, mais d'expérience, toutes ces spéculations-là, la plupart du temps, on parle de limiter les points de vente autour des établissements d'enseignement. Bon, ça, c'est des trucs, je veux dire, que oui. En même temps, on trouve rarement, enfin en tout cas ici en France, un vape shop à côté d'une école. C'est rare. Ben, ici aussi. C'est pas le public. De toute façon, en tant qu'entrepreneur, c'est contre-productif d'aller ouvrir un commerce là où ce n'est pas ton bassin de clientèle, je veux dire. Mais par contre, on parle maintenant de limiter les taux de nicotine à 20 mg par millilitre. Ce qui en soi, je sais que c'est quelque chose qui se fait quand même déjà en Europe, etc. Puis ça fonctionne quand même bien. Donc, c'est pas le point principal, mais le gros point, c'est l'interdiction des arômes au niveau des liquides. Ah oui, alors ça, et il commence aussi au Canada à y penser. Quel argument, parce que même ici, je trouve pas d'argument à l'interdiction des arômes, si ce n'est ça va attirer les jeunes. On sait que non. On sait que non. On sait que eh bien, c'est les arômes qui font qu'on peut arrêter de fumer de façon un peu plus tranquille, plus ludique. Ce sont les arômes qui font ça. Ne laissez pas. Est-ce que pareil, ils veulent laisser que le tabac et le menthol? Oui, ben en fait, la dernière réglementation, il parlait seulement de tabac, là, saveur de tabac seulement, comme dans les cigarettes. Effectivement, l'argument qui est soulevé pour expliquer cette décision-là, c'est la protection des jeunes. Selon eux, c'est parce qu'il y a des saveurs que les jeunes vapotent. C'est ce qui les attire dans le vapotage. Donc, pour eux, en interdisant les arômes, ben, on va limiter l'attraction des jeunes envers le vapotage. Alors que plein d'études disent le contraire. Oui, et puis en fait, déjà que leurs statistiques sur les jeunes vapoteurs sont biaisées, parce que pour eux, un jeune qui, dans les 30 derniers jours, a essayé une fois de vapoter, entre dans les statistiques des jeunes qui vapotent. Ben, ces gens-là n'ont jamais été jeunes, en fait. Ben, c'est un peu la question que je me pose, parce que je trouve un peu ridicule qu'on martèle autant qu'il faut protéger les jeunes contre le vapotage, alors qu'on sait que les jeunes, le vendredi soir, on aime bien ça, prendre un petit coup, et puis ça semble socialement mieux accepté que les jeunes consomment de l'alcool ou du cannabis que des produits du vapotage. Là. C'est quand même spécial. C'est incroyable. Bon, eh ben, on a fait un petit point sur la vape au Canada. C'est pas joli. Non. C'est pas joli. Alors, j'avais quand même une dernière question. Dans ta province, on n'a pas le droit de faire goûter, on n'a pas le droit de faire essayer. Comment vous arrivez à convaincre un primo-arrivant, un nouveau, un fumeur qui arrive chez vous, qui pose son paquet de clopes sur le comptoir, qui dit « je veux plus voir ça, qu'est-ce que vous me proposez, qu'est-ce que vous me conseillez ?» Comment, sans faire goûter, sans faire essayer, vous arrivez à convaincre un primo-arrivant de passer à la vape? Sachant que c'est une addiction qui est très très forte, que c'est un effort, on le sait tous, on a tous été fumeurs, incroyable que d'arrêter de fumer. Et non, il peut pas goûter, il peut pas essayer, il est obligé de vous faire confiance. Oui, ben c'est beaucoup ça. Tout est basé sur la confiance. Nous, ce qu'on a trouvé là pour contourner l'interdiction de faire goûter les arômes, etc., c'est qu'on leur fait sentir les liquides. Donc, au moins, ils peuvent sentir. Par contre, c'est ce qu'on appelle les testeurs, là, sont dans une armoire barrée que j'ai moi seule et les clés, car ici, tout doit être
hors portée du client. Donc, si un inspecteur entrait dans ma boutique et que mon armoire n'était pas barrée, ben, je suis passible d'amende. Donc, je dois barrer mon armoire vitrée avec mes produits. Et puis, quand un client choisit son arôme, ben là, je débarre mon armoire et je lui fais sentir, en tenant moi-même la bouteille, chacune des bouteilles pour qu'il puisse, à l'odeur, choisir une saveur. Vous êtes souvent inspecté? Oui, quand même. Moi, je me compte chanceuse. Moi, je n'ai jamais eu la rencontre d'un inspecteur, mais je soupçonne qu'on me fuit puisque c'est quand même moi qui a instauré la poursuite contre le gouvernement. Donc, je pense qu'ils veulent pas trop venir me voir. Mais oui, à un point tel que j'ai même une collègue qui a des boutiques à Québec. Elle a eu des visites d'inspecteurs régulièrement, puis des inspecteurs qui se contredisaient sur les constats qu'ils font. Parce que la loi est interprétée et n'est pas très claire. Et quand on appelle à Santé Canada pour demander de spécifier certains points, ils nous répondent d'appeler nos avocats. Donc, alors que c'est à eux quand même de spécifier la loi, de préciser la loi. Est-ce que les amendes sont lourdes? Oui. Je veux dire, les amendes peuvent aller jusqu'à 50 000 là. C'est entre 5 et 50 000, dépendamment là, de l'infraction. Mais j'ai vu, moi, des gens avoir des 20 000 d'amende, des 5 000 d'amende, des 10 000 d'amende. Et oui, c'est assez onéreux. Bon, alors voilà, un Canada qui n'est pas heureux. Est-ce que le vapoteur canadien est un vapoteur heureux? Présentement, je dirais que le vapoteur canadien est un vapoteur qui a peur. Peur de la disparition de ses produits, peur de la disparition des arômes. C'est ce qui revient toujours en boutique. Est-ce que c'est vrai qu'ils vont nous enlever les arômes? Est-ce que c'est vrai qu'ils vont réglementer ça? Il commence à avoir une grogne de plus en plus grande au niveau des vapoteurs là, envers le gouvernement. Il faut que les associations soient fortes d'adhérents. Et il faut pousser le vapoteur à rejoindre les associations pour que les associations aient un pouvoir de parole. Plus il y a d'adhérents dans une association, plus l'association a de pouvoir un petit peu plus haut quand même. Effectivement. Voilà. Bon, merci Valérie. Donc je rappelle, tu es Valérie Galland et tu es la directrice générale des associations de l'Association québécoise des vapoteries au Québec. Oui, exactement. Je te dis à bientôt, j'espère qu'on se rencontrera un de ces jours à un salon international Vapexpo par exemple, quand ceux-ci décideront de réouvrir. C'est pas eux qui décident bien sûr, mais on aura cette occasion et de se parler et de se faire un drink ensemble. Très certainement. À bientôt. À bientôt.